Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par la Gazette des communes et avec l'assistance du cabinet Adamas Avocat et Maître Simon Ray qui se présentera juste après, donc dédié au report des élections avec les derniers textes qui viennent de sortir, dont les derniers datent de ce matin à ce sujet. Donc le sujet c'est voilà, quelles incidences sur l'installation des élus et la désignation des nouveaux exécutifs. Alors, avant qu'on démarre ce webinaire, vous donner quelques éléments de contexte sur l'organisation du webinaire. Donc là, vous êtes tous en fait participants à ce webinaire. Les micros sont coupés de manière à ce que ça puisse bien se passer, parce que sinon, il y a beaucoup trop de monde et ce serait compliqué. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura à peu près environ 1 heure d'intervention. Et ensuite, il y aura un temps entre un quart d'heure et une demi-heure de temps d'échange sur le sujet. Donc, ce que je vous invite à faire tous, c'est d'utiliser le module de questions, d'accord, et de pouvoir du coup poser vos questions tout au long de la session. Et puis, en fin de session, du coup, je réapparaîtrai pour échanger avec Maître Ray sur la base des questions que vous aurez posées. Du coup, je me ferai du coup le porte-parole de vos différentes questions sur le sujet. Voilà. Vous aurez le diaporama de la présentation, parce que je voyais une question à ce sujet. Donc oui, vous aurez le diaporama. Voilà. Si jamais vous avez des soucis, vous pouvez utiliser du coup le module de questions qui est disponible pour pouvoir communiquer. Vous pouvez aussi lever la main pour pouvoir éventuellement indiquer que vous avez des problèmes particuliers. Le mieux, c'est de nous mettre un petit mot pour nous dire si vous avez une difficulté par rapport à ça. Et donc, assurez-vous aussi que du coup, vous êtes dans des bonnes conditions sonores et que vous entendez bien. Voilà. Le son fonctionne, donc du coup, s'il y a des gens qui n'entendent pas, c'est sans doute ils ont un problème sur leur ordinateur. Voilà. Voilà, ces considérations techniques étant terminées, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre sur ce webinaire. Alors, rapidement, quelques éléments d'appréciation sur la Gazette aussi des communes. Voilà, donc juste pour vous rappeler du coup que nous sommes organismes de formation, pas uniquement médias, mais également organismes de formation. Et donc, nous proposons un certain nombre d'offres de formation aussi sur différents points, le management, les ressources humaines, la gestion des finances locales, le numérique, le marketing, etc. Donc, tous les différents items que vous voyez s'afficher, avec une offre de formation de plus de 200 offres de formation disponibles, dont un MBA, 2 MBA, pardon, avec Sciences Po Rennes. Et nous lançons également ces jours-ci un dispositif spécifique pour la formation des élus locaux qui s'appelle eduacademy.fr. Donc, vous avez toutes les infos sur le site eduacademy.fr, donc qui est une plateforme en fait mise à disposition pour les élus pour du coup pouvoir monter en compétence sur les fondamentaux du management et de la gouvernance des collectivités. Donc, le principe, c'est de faire en sorte que les élus montent en puissance, en compétence sur tout un tas de thématiques. Et en même temps, ce sont des ressources qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque du coup, c'est une plateforme Internet, donc vous pouvez y aller à votre rythme, quand vous voulez, que ce soit via votre ordinateur ou via votre smartphone, puisque ça marche également sur mobile. Voilà, donc vous avez accès à des contenus de manière illimitée. Donc, vous avez une formule d'abonnement en fait à l'entrée et vous accédez à des vidéos, des fiches pratiques, des quiz. Et vous avez également accès à 7 webinaires qui seront organisés dans l'année, qui seront dédiés et gratuits du coup pour les participants à l'Académie. Ils ne seront pas gratuits pour ceux qui ne sont pas à l'Académie et qui seront organisés sur des sujets qui traitent justement du pilotage des collectivités, mais vu du point de vue de l'élu. Voilà. Simon, si vous passez la page suivante. Voilà, donc
c'est une action de formation du coup qui traite à la fois de fondamentaux, donc à la fois vous avez des sujets sur les statuts d'élus, sur les compétences des collectivités, sur la gouvernance, sur les services publics locaux, des fondamentaux sur les finances, les achats, les RH. Donc on s'est dit voilà, ça c'est un kit de démarrage qui est important et que tout élu, quelle que soit sa délégation, doit maîtriser. Et puis il y a des domaines de spécialité qui sont traités dans un premier temps, mais il y en a d'autres qui viendront par la suite. L'action sociale, l'éducation, l'urbanisme, le pouvoir de police, la sécurité, etc. Voilà. Donc là, vous voyez effectivement des exemples de ce que la plateforme propose. Hein. Donc, on voit un court extrait d'une vidéo réalisée avec un avocat sur un des contenus. Et l'idée, c'est que bien évidemment, on est dans le cadre de la formation, donc vous avez bien sûr une attestation en fin d'année qui vous est mise indiquant du coup les parcours que vous avez réalisés sur la plateforme de formation. La connexion est très simple, donc vous n'avez pas de logiciel à installer, donc ça c'est assez pratique, ça évite d'être confronté à des problèmes de logiciels dans les collectivités. Voilà. 5 bonnes raisons de choisir Élu Academy. Donc, bien sûr, la Gazette des communes est un organisme agréé auprès de la formation des élus. Donc, du coup, c'est déjà une première chose. Ça répond aussi à l'obligation de formation des élus. Ça permet de gérer les problématiques d'agenda, puisque du coup, vous pouvez accéder au contenu quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Ça a été construit avec des gens qui sont des experts dans leur domaine avec qui nous travaillons. Et puis, du coup, voilà, c'est en limité, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment accéder à des contenus qui seront plus évolutifs, puisque c'est des sujets qu'on sera amené à faire évoluer tout au long de l'année régulièrement. Voilà. Bien sûr, c'est finançable par le DIF, soit par le budget de la collectivité, mais aussi par le DIF élu. Voilà pour cette courte présentation de la Gazette des communes et des formations et de eluacademy.fr. Maintenant, je passe la parole à Maître Ray pour qu'on puisse commencer sur le sujet qui nous occupe là. Donc, c'est l'organisation des élections et du coup les incidences sur les instances et la gouvernance des collectivités dans les prochaines semaines. Maître, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, Simon Ray, moi, je suis avocat au barreau de Lyon. J'interviens au sein du cabinet Adamas. À Damas, on a un cabinet de 70 avocats répartis un peu dans la France entière, hein, puisqu'on a un cabinet à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux et à Rennes. Et nous intervenons exclusivement pour les collectivités territoriales, notamment, moi particulièrement, sur tout ce qui est relatif au fonctionnement des communes, de leurs groupements et de leurs satellites. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, une formation qui ne peut pas être plus d'actualité, puisqu'on le verra, un certain nombre d'évolutions ont été finalisées ce matin au journal officiel, hein, du fait de ce report du second tour de scrutin en raison de l'épidémie de Covid-19. Comme vous le savez, suite à l'organisation du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires, et l'épidémie de Covid qui est intervenue, le législateur a tout d'abord adopté une loi d'urgence le 23 mars 2020 qui est venue fixer le cadre et un petit peu le calendrier général pour voir l'évolution, les textes qui seront adoptés en fonction de l'évolution de l'épidémie et la mise en place potentiellement progressive en fonction de cette évolution des différentes instances communales, communautaires et syndicales. Donc, comme vous le constatez, un certain nombre de textes sont intervenus pour venir préciser, hein, traiter un petit peu cette circonstance exceptionnelle, puisque premier tour de scrutin implique par principe fin des différents mandats ou prorogation de certains, et donc une période un peu d'incertitude avant le deuxième tour. Donc un report de celui-ci pose un certain nombre de difficultés que le législateur est venu préciser. Donc la première loi du 23 mars qui, comme je vous le disais, pose le cadre et pose le calendrier de report du second tour, puisqu'il prévoyait, on le verra plus en détail, hein, notamment que le 23 mars, un avis du conseil scientifique se prononcerait sur la possibilité de tenir le second tour et au plus tard adoption d'un décret
aujourd'hui, enfin le 27 mai au plus tard, pour fixer la date de ce deuxième tour. Et la loi a habilité le gouvernement à adopter un certain nombre de textes par ordonnance, à légiférer par ordonnance, d'où celles qui sont intervenues, l'ordonnance du 1er avril, qui est venue préciser les pouvoirs des exécutifs locaux en cette période où les réunions des différents organes délibérants étaient plus compliquées. L'ordonnance du 1er avril, qui est également du même jour, est venue préciser certaines règles sur le report du second tour. On reviendra sur ces règles-là. L'ordonnance du 8 avril, qui, elle, est venue préciser les règles en termes de vacances dans cette période, puisqu'il y a pu avoir certains décès, certaines démissions, on le verra, donc réglementation de ces aspects-là. On a eu l'ordonnance du 13 mai 2020 qui est venue faciliter un petit peu la mise en place des différents organes délibérants, notamment, on le verra pour les communes élues au complet le 15 mars dernier. Le décret du 14 mai 2020 qui est venu enfin permettre, on le verra, aux élus qui ont été élus au complet le 15 mars dernier, la possibilité d'entrer en fonction et de s'installer selon certaines dates. L'avis du conseil scientifique du 18 mai dernier qui est venu se prononcer sur oui, on peut envisager un deuxième tour de scrutin sous condition, j'y reviendrai. Et l'actualité brûlante, c'est celle du JO de ce matin, qui ont été présentés hier en Conseil des ministres, 2 décrets et également 2 projets de loi. Un premier décret qui fixe la date du deuxième tour au 28 juin prochain, mais on le verra sous condition, et un décret du même jour qui est venu adapter certaines règles électorales pour permettre et prévoir ce cas un peu exceptionnel où normalement le deuxième tour de scrutin intervient à une semaine d'intervalle, ici à plusieurs mois du premier tour de scrutin, donc certaines règles d'adaptation étaient nécessaires. Et on va le voir également, ont été présentés au Conseil des ministres d'hier 2 projets de loi, puisque le dispositif prévoit éventuellement un report de ce deuxième tour du 28 juin si 15 jours avant sa tenue, le comité scientifique, le conseil scientifique émettait un avis selon lequel on ne pourrait pas, les contextes sanitaires ne permettraient pas la tenue de celui-ci. Donc, le dispositif qui a été adopté en l'état prévoit que le second tour de scrutin pour les élections communales et communautaires qui n'ont pas été élus au complet le 15 mars dernier, qui concerne à peu près 5000 communes, se tiendra le 28 juin prochain. Toutefois, 15 jours avant cette date, le comité scientifique devra émettre un avis sur la possibilité ou non de tenue de ce second tour. Si l'avis est défavorable, à ce moment-là, le Parlement devra adopter en urgence le projet de loi qui a été présenté et qui, en l'état, on le verra selon le débat pourra être amené à évoluer, prévoit l'annulation du deuxième tour et le report de l'ensemble de la procédure électorale au plus tard à janvier 2021. On verra selon quelle modalité, et ce report de l'ensemble des opérations électorales, c'est pour une question de constitutionnalité, comme le Conseil d'État l'avait émis dans son avis préalable au projet de loi d'urgence du 23 mars dernier. Donc tout d'abord, petit rappel pour préciser un petit peu quelles communes, intercommunalités ne sont pas concernées par les incidences de ce report du second tour et donc pour lesquelles la fixation au 28 juin ou à une date ultérieure n'aura pas d'impact. Cela concerne les 30 143 communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars dernier. D'ailleurs, certaines d'entre elles avaient déjà installé leur conseil municipal entre le 20 et le 22 mars. Cela concerne également les 154 EPCI à fiscalité propre, dont l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal élu au complet au 15 mars, et les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes qui sont uniquement composés de ces communes et EPCI à fiscalité propre, qui, elles, peu importe la date du second tour, pourront s'installer et avoir des organes délibérants et exécutifs de plein exercice. Puisque, comme je vous l'évoquais, le décret du 14 mai dernier a fixé la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires
élus au complet le 15 mars dernier à cette date, et également des maires et des adjoints de ces communes ont pris leurs fonctions à cette date-là, ceux qui avaient été élus entre le 20 et le 22 mars. La date de séance d'installation, donc pour celle-ci, pour les communes, interviendra entre le 23 et le 28 mai, donc aujourd'hui au plus tard. Vous avez vu de nombreuses communes qui ont pu tenir leur séance d'installation. Pour les EPCI à fiscalité propre, dont l'ensemble des communes membres ont eu un conseil élu au complet le 15 mars dernier, elles devront tenir leur séance d'installation au plus tard avant le 8 juin prochain. Et pour les syndicats intercommunaux, composés uniquement de communes élues au complet avant le 15 mars 2020, pour ceux-ci, ils devront faire leur séance d'installation au plus tard le 26 juin 2020, et les syndicats mixtes, composés uniquement de communes élues au complet ou d'interco dont l'ensemble des communes ont été élues au complet, eux pourront tenir leur séance d'installation au plus tard le 10 juillet 2020. Donc, un petit schéma qui vise à une petite frise à rappeler un petit peu en fonction du type de commune les modalités d'installation. Donc, vous voyez en bleu clair les communes de plus de 1000 dont l'ensemble du conseil municipal a été au complet au 15 mars. En violet, celles de moins de 1000 mais dont tous les conseillers municipaux ont été élus au complet le 15 mars. Et en orangé foncé, les situations des communes qui ont eu leur séance d'installation entre le 20 et le 22 mars, puisqu'on a vu donc entre le 15 mars et le 18 mai, c'était le mécanisme des conseillers sortants qui était maintenu et un report de l'entrée en fonction des conseillers élus municipaux et communautaires. Et c'est bien le 18 mai, comme je vous l'évoquais, les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants et des conseillers communautaires qui ont été élus au complet à ces dates-là sont entrés en fonction. On le verra tout à l'heure, ça a une incidence sur les EPCI dont au moins une des communes n'a pas été élue au complet, j'y reviendrai, mais ils sont entrés en fonction au 18 mai, de même que pour les communes de moins de 1000 élus au complet, où là, le conseil municipal, les élus sont entrés en fonction, qui permet la séance d'installation, comme vous le voyez, entre le 23 et le 28 mai, donc pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est à ce moment-là que leurs conseillers communautaires seront désignés, puisque je vous le rappelle rapidement, les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont des conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau. Et pour les EPCI à fiscalité propre, un délai de 3 semaines avant le 8 juin pour procéder à cette séance d'installation. Et ensuite, comme je vous l'évoquais, les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes pourront s'installer. Ici, j'ai envie de dire, c'est un petit peu les chanceux du dispositif qui pourront, dans les prochaines semaines, de manière certaine, s'installer et être de plein exercice. Maintenant, venons au cœur du sujet, à savoir quelles sont les communes, les collectivités et les groupements qui sont et qui seront impactés par ce report du second tour de scrutin au 28 juin, espérons-le, si le contexte sanitaire le permet, voire au plus tard, j'y reviendrai plus tard. Donc, tout d'abord, ce sont les communes pour lesquelles un second tour est nécessaire pour permettre l'élection au complet du conseil municipal, environ 5000 communes, ce qui sont soit les communes de moins de 1000 habitants où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue lors du premier tour de scrutin, les communes de moins de 1000 dont au moins un conseiller municipal n'a pas été élu le 15 mars 2020, puisque les communes de moins de 1000, vous pouvez avoir certains conseillers municipaux élus et d'autres non, ça dépend des modalités, mais également les villes de Paris, Lyon et Marseille, qui, elles, font l'objet d'une élection par secteur électoraux, où là également, vous pouvez avoir certains conseillers municipaux et d'arrondissement qui sont élus au premier tour et d'autres non. Et donc, le deuxième tour, pour ces communes-là, de 1000 habitants et de Paris, de Marseille, ne portera, on le verra, que sur ceux qui n'ont pas été élus. Sont concernés également la plupart des EPCI à fiscalité propre, qui ont au moins une commune membre qui nécessite un second tour de scrutin, y compris la métropole du Grand Paris, mais également les établissements publics territoriaux créés au sein de la métropole du Grand Paris, qui sont traités exactement comme les EPCI à fiscalité propre sur les règles que l'on va voir ici, et également la métropole d'Aix-Marseille. Également la métropole de Lyon et bien évidemment l'ensemble des syndicats intercommunaux et mixtes qui sont composés d'une des collectivités visées ci-avant qui nécessitent un deuxième tour. Donc pour celles-ci, elles seront fortement impactées.
Donc, si l'on résume du dispositif qui a finalement été adopté, puisque c'était la loi du 23 mars qui prévoyait le canevas, mais pour l'instant, on n'avait que des dates hypothétiques. Maintenant, celles-ci deviennent plus ou moins concrètes, notamment avec cette date du 28 juin qui permet de préciser le calendrier de déroulement. Toutefois, malheureusement, on doit ici envisager deux options. Première option, le second tour se tient le 28 juin prochain, et donc on verra ses incidences, mais également une deuxième option où mi-juin, vous avez le conseil scientifique qui émet un avis défavorable sur la tenue du second tour de scrutin au 28 juin, et à ce moment-là, une adoption en urgence, un dépôt du projet de loi qui procède à l'annulation du second tour fixé le 28 juin et à un report de l'ensemble des opérations électorales au plus tard en janvier 2021. On le verra selon différentes modalités. Je le précise tout de suite, attention, rassurez-vous, pour les communes de moins de 1000 habitants et les villes de Paris, Lyon et Marseille, pour lesquelles des candidats ont été élus définitivement le 15 mars dernier, ceux-ci conserveront dans tous les cas leur mandat. Donc l'ensemble de la reprise du premier et du deuxième tour ne portera que pour les sièges non pourvus ou vacants au sein de ces communes-là. Toutefois, ceci, leur entrée en vigueur de leur mandat sera reporté, on le verra. Donc, tout d'abord, première option à envisager ici, qui est le deuxième tour de scrutin qui peut se tenir le 28 juin prochain. Donc, nous allons envisager tout d'abord certaines particularités du deuxième tour, puisque c'est un peu une nouveauté dans notre histoire démocratique, une telle distanciation entre le premier tour de scrutin et le second. Donc, nécessairement, certaines modalités ont dû être adaptées et résultent de différents textes dont j'ai essayé de vous faire la synthèse ici des règles. Tout d'abord, pour les communes, comme je vous l'évoquais, de moins de 1000, Paris, Lyon, Marseille, où le deuxième tour n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des sièges, le deuxième tour ne portera que sur les sièges qui n'ont pas été pourvus ou ceux qui sont devenus vacants, notamment en raison d'un décès. Et ici, les conseillers définitivement élus ne sont pas encore entrés en fonction, ils ne sont pas entrés en fonction le 18 mai dernier comme l'ensemble des autres, ils ne rentreront en fonction que le lendemain du second tour de scrutin, c'est-à-dire le 29 juin prochain. Particularité sur la liste électorale, ici, il a été prévu que les listes électorales du premier tour seront conservées. On aura juste une évolution pour intégrer les personnes qui deviennent majeures à la date du 29 juin ou radier les personnes décédées ou privées du droit de vote par une décision de justice. Donc, autrement dit, on reprend les listes électorales du premier tour avec modification marginale. Les inscriptions qui sont intervenues entre-temps ne seront pas prises en compte pour respecter cette cohérence entre premier et deuxième tour. Autre élément important, et cela figure dans le décret du 27 mai de ce matin, on a prévu une période complémentaire de dépôt des candidatures. Ici, il est prévu que pour le second tour, on peut avoir des dépôts de candidatures complémentaires entre le 29 mai à 9 h jusqu'au mardi 2 juin 18 h. Et également pendant cette période, on peut envisager, pour les communes de plus de 1000 et la métropole de Lyon, un retrait de candidature possible dans les conditions de droit commun. Autre élément précisé, les déclarations de candidature qui ont été enregistrées avant le mardi 17 mars 20 h demeurent valables pour le second tour. Donc c'est pour permettre, ça avait fait longuement de longs débats lors de discussion de l'examen de la loi du 23 mars dernier, mais cette période complémentaire a finalement été retenue de cette sorte. Le début de la campagne officielle pour ce second tour débutera le 15 juin prochain. Ici, on a adapté le report des dates limites de dépôt des comptes de campagne à la CNCCFP pour les communes de plus de 9000 habitants qui sont soumis à obligation de compte de campagne. Pour les listes non admises au deuxième tour et celles qui ont été complètement élues, ça a été reporté au 10 juillet 2020. Pour les listes présentes au deuxième tour, un report au 11 septembre prochain, 18 h.
Ici, attention, hein, jusqu'au 28 juin prochain, les règles applicables en matière de propagande continuent à s'appliquer. Elles n'ont jamais arrêté de courir, elles continuent toujours de s'appliquer. Donc attention, interdiction d'ouvrir un numéro vert, interdiction d'afficher, d'apposer des affiches en dehors des panneaux dédiés à cet effet, et aussi, surtout, attention, interdiction de la publicité commerciale, des campagnes de promotion publicitaire, des réalisations ou de la gestion de la collectivité, notamment, faites attention, les publications pour les élus en cours en matière de lutte et l'ensemble de la réalisation en matière de Covid, attention à la présentation de ceci. Autre élément, les mandats financiers devront continuer puisque continue l'ensemble des règles de propagande. Donc, les mandataires financiers doivent continuer à récolter les fonds conformément aux règles de droit commun. Et par contre, on a prévu un report du dépôt des documents à la Commission nationale des comptes de campagne qui est reporté au 30 juin prochain pour tenir compte de ce report de deuxième tour. Également, il y a une majoration des plafonds des dépenses électorales pour permettre, avec ces possibilités-là où le coefficient vient d'être fixé à 1,2 et pourra, attention, être éventuellement modifié par décret. Précision également dans les décrets de ce matin, le scrutin ne pourra pas être clos après 20 heures. Et également, les procurations qui ont été établies en vue du second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars dernier reste valable pour le second tour de scrutin. Autre particularité, il a été prévu dans le décret de ce matin que les assesseurs manquants seront pris parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant, c'est-à-dire l'électeur le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune, pour pallier éventuellement certaines défections en la matière. Voilà rapidement des règles qui ont été fixées sur les modalités très précises. Il y a des débats en cours entre le ministre de l'Intérieur et les différentes associations d'élus pour définir les modalités très concrètes, notamment sur la campagne, comment on va se dérouler la campagne de manière un petit peu virtuelle, quelles modalités, et les consignes interviendront dans les jours qui viennent, donc soyez vigilants sur ces différents aspects. Venons-en maintenant aux incidences concrètes de ce report du second tour 28 juin prochain sur les différentes instances que j'évoquais. On va tout d'abord envisager les communes, ensuite on verra les EPCI à fiscalité propre, et enfin on finira par les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes qui sont concernés tous par ce report du second tour de scrutin. Donc, pour les communes, ici, le second tour interviendra le 28 juin prochain, permettra d'élire l'ensemble des conseils municipaux au complet à cette date-là. Et donc, on applique les règles de droit commun pour la séance d'installation qui interviendra entre au plus tôt le vendredi, au plus tard le dimanche qui suit le deuxième tour, c'est-à-dire entre le 3 et le 5 juillet prochain. L'ensemble des communes, de ces environ 5000 communes, pourront tenir leur séance d'installation pour procéder à l'élection, notamment, on verra, maire, adjoint et éventuellement d'autres aspects, j'y reviendrai. Les règles relatives à cette séance, puisqu'on est le 5 juillet, je vous rappelle que jusqu'au 10 juillet prochain, pour l'instant, en l'état du droit, nous sommes toujours dans l'état d'urgence sanitaire, dans lequel une multitude de règles ont été adoptées pour faciliter le fonctionnement des collectivités, et notamment de nombreuses dérogations de droit commun, comme on va le voir, qui s'appliquent, attention, pour l'instant, en l'état des textes, jusqu'au 10 juillet prochain. Donc, ici, la séance d'installation de la commune pourra opérer avec certaines facilités de fonctionnement. Tout d'abord, sur la convocation des conseillers municipaux, il faudra bien respecter le délai de droit commun, qui est pour l'ensemble des communes, moins de 3005 ou plus de 3005, de 3 jours francs. Ici, la convocation est faite par le maire sortant, sous réserve d'éventuelles démissions. On le verra en cas de démission, en remplacement du maire sortant, c'est l'adjoint, le premier adjoint dans l'ordre du tableau, et à défaut, c'est un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Une règle dérogatoire sur la vacance. Donc, si jamais on a ici vacance du maire sortant et de l'ensemble des adjoints, il faudra bien désigner un conseiller municipal pour y procéder. À défaut, sachez que c'est le préfet qui peut se substituer maire et à ceci pour procéder à cette convocation.
Attention, depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre dernier, la convocation par principe se fait de manière dématérialisée. C'est seulement si les élus le demandent que l'on peut envoyer par voie postale. Sur l'ordre du jour envisagé, ici, à minima, il faut procéder nécessairement à l'élection du maire, fixation du nombre d'adjoints, élection des adjoints et lecture de la charte d'élu local. Mais en cette période un petit peu étrange, hein, et on ne sait pas trop de l'évolution de l'épidémie, je pense que certains autres aspects doivent nécessairement être envisagés dans ce cadre-là, notamment les délégations d'attribution du conseil municipal au maire, puisque, sachez-le, on le verra, l'ensemble des délégations de droit du conseil municipal au maire sortant vont prendre fin lorsqu'on va procéder à l'élection d'un nouveau maire. Donc il faudra éventuellement, on ne sait pas quand on pourra réunir à nouveau le conseil municipal, donc prévoir lors de cette séance d'installation des délégations au maire, au nouveau maire, ça pourrait être de bonne loi, de même que la désignation au sein des organismes extérieurs, je pense ici aux syndicats intercommunaux, aux syndicats mixtes, pour permettre à ceux-ci de s'installer rapidement, pourrait également être des options à envisager à l'ordre du jour de cette séance d'installation. Attention avec les exigences sanitaires pour voir quelle modalité, ne pas prévoir non plus des conseils municipaux trop longs pour ces séances d'installation. Ici, petite précision sur le quorum, puisque nous sommes en période d'état d'urgence sanitaire et donc des souplesses ont été prévues pour le quorum, puisque sachez que pour l'élection du maire et des adjoints, le quorum a été abaissé au tiers des conseillers municipaux présents. Attention, pour l'élection du maire et des adjoints, les conseillers absents mais représentés ne sont pas pris en compte dans le quorum. À l'inverse, pour les autres questions donc, que vous envisagerez, par exemple les délégations de fonctions, d'attribution du conseil municipal au maire, là, on retombe sur le quorum de droit commun en période d'urgence, où on est sur un tiers des conseillers municipaux présents ou représentés, ce qui abaisse de manière assez importante le quorum potentiel. Donc attention, hein, pour l'élection de maire et d'adjoint, j'insiste, hein, c'est l'ordonnance du 13 mai dernier qui est venue prévoir que non, il faut nécessairement un présentiel à minima d'un tiers des conseillers. Sur les pouvoirs, ici toujours état d'urgence sanitaire, hein, sachez que chaque conseiller peut être porteur de deux pouvoirs, à l'inverse de un en temps normal. Le lieu de réunion pour le conseil municipal pourra être en tout lieu, y compris en dehors de la commune. Là-dessus, le maire devra en informer préalablement le préfet, également l'indiquer dans la convocation. Là-dessus, on a une petite absurdité à mon sens du texte, puisque le texte dit que c'est le conseil qui prend la décision de changer le lieu de réunion en raison du contexte sanitaire, pour notamment prévoir des espaces plus grands, puisque le comité scientifique recommande notamment de laisser 4 mètres carrés par conseiller municipal. Mais ici, donc à mon sens, c'est nécessairement le maire qui décide de cette procédure-là. C'est ce que confirment également les services de l'État. Toutefois, par sécurité juridique, le premier objet de votre séance, qui par délibération vient confirmer le changement de lieu, permettrait de sécuriser un petit peu le dispositif. Sur le débat là-dessus également, période d'urgence sanitaire, ici, les textes prévoient 3 options. Première option, on peut prévoir une séance sans public, mais à ce moment-là, vous devez nécessairement procéder à la retransmission en direct par tout moyen des débats. Donc ça peut être par voie audio ou par voie visio, mais ces moyens-là permettent de respecter le caractère public des débats. Soit vous pouvez prévoir une présence du public, mais limitée, soit en début de séance, le conseil municipal peut décider d'un vote à huis clos pour procéder à cette séance d'installation. La téléconférence est exclue, puisque nécessairement on est sur une élection au scrutin secret, vous devez avoir un présentiel des élus. Voilà sur la séance d'installation. Maintenant, on va voir quel est le fonctionnement, votre fonctionnement actuel des communes jusqu'à l'installation des nouveaux conseils municipaux. Là-dessus, jusqu'au 28 juin prochain, c'est-à-dire jusqu'à la date du second tour de scrutin, les textes ont prévu que les conseillers municipaux sortants conservent leur mandat. Même dans les communes où des conseillers municipaux ont été élus définitivement, comme je vous le disais,
ceux-ci n'entreront en fonction que lors du second tour de scrutin, donc report de leur prise de leur fonction. Ici, donc c'est bien l'ensemble des conseillers municipaux sortants qui conservent leur mandat et qui restent à la tête de la commune. En cas de démission, ici on a une suspension de l'obligation d'organisation des élections partielles, bien évidemment, les textes ont prévu cela, et ça a une incidence sur le remplacement. En cas de démission d'un conseiller municipal sortant qui ne voudrait plus continuer à siéger dans ce cadre-là, pour les communes de moins de 1000, ça induit la vacance du siège, on ne procédera pas au remplacement, et pour les communes de plus de 1000, on va chercher le suivant de liste, et à défaut, le siège restera vacant. Également jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal, c'est-à-dire entre le 28 juin jusqu'à la date entre le 3 ou le 5 juillet prochain, le maire et les adjoints sortants conserveront leur mandat, puisque ici on est sur le droit commun, le maire et les adjoints ont leur mandat prorogé jusqu'à la désignation de leur successeur. Ici, attention, pour l'instant, on sera toujours dans l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet 2020, le maire va conserver jusqu'à la séance d'installation l'ensemble des délégations qui lui ont été conférées par la loi. Parce que, comme vous le savez, l'ordonnance du 1er avril dernier a prévu un mécanisme particulier, c'est-à-dire il a conféré au maire l'ensemble des délégations, c'est-à-dire l'ensemble des matières visées à l'article 2122-22 du CGCT. Elles ont été dans leur bloc, dans leur totalité, transférées au maire de plein droit par la loi, avec la possibilité pour le conseil municipal ensuite de venir modifier l'étendue de ces délégations. C'est-à-dire, autrement dire, enlever une partie pour les exercer lui-même ou préciser, plafonner les modalités d'intervention du maire ou les laisser en l'état. C'est le dispositif qui a été prévu. Ce dispositif-là perdurera jusqu'au 10 juillet prochain, donc jusqu'à la séance d'installation du nouveau conseil municipal. Ici également, les règles de vacances. Si le maire, par exemple, décidait de démissionner, attention sur la démission du maire, il faut l'adresser au préfet et il y a une entrée en vigueur particulière à compter de l'acceptation de celle-ci par le préfet et de sa notification, ou à défaut, il faut réitérer sa demande. Ici, le maire, il est remplacé de manière dérogatoire au droit commun, c'est pour ça que je vous le précise, par un des adjoints pris dans l'ordre du tableau, et à défaut, c'est ce que je vous évoquais, par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci. Donc, règles dérogatoires sur le remplacement. Également, pour les adjoints au maire, ici, normalement, il est prévu qu'en cas de démission d'un adjoint, le conseil municipal doit le remplacer dans un délai de 15 jours. Ici, il est prévu une faculté pour le conseil municipal de remplacer les adjoints si jamais on peut envisager un conseil hors téléconférence, puisque celui-ci est possible. Question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui pose, à mon sens, toujours question sur l'étendue des pouvoirs du conseil municipal sortant, c'est-à-dire celui qui a été maintenu, jusqu'au 28 juin prochain. Ici, selon la DGCL, elle considère que la loi, notamment du 23 mars dernier, a permis aux conseillers municipaux sortants de conserver leur mandat sans limitation de pouvoir pendant cet état d'urgence sanitaire. Donc, en la matière, les pouvoirs du conseil municipal, des conseillers municipaux sortants prorogés, dont le mandat serait prorogé, seraient pleins et entiers selon la DGCL. À mon sens, il faut quand même apporter un éventuel bémol à celui-ci et une certaine prudence, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a un principe traditionnel du droit public qui nous précise que l'autorité qui a été désinvestie, ce qui est le cas suite au premier tour de scrutin, est restée provisoirement en fonction, ne peut expédier normalement que les affaires courantes. Toutefois, là-dessus, l'ordonnance du 1er avril 2020 déroge à ce principe jurisprudentiel, donc dans la hiérarchie des normes permet de déroger à celui-ci, mais ne le prévoit explicitement que pour l'ensemble des matières visées dans les délégations, c'est-à-dire 21, 22, 22 du CGCT. Là-dessus, un conseil municipal qui modifie les attributions du maire, qui ont été déléguées par la loi, et les ISRS elles-mêmes, il n'y a pas de difficulté, pas de risque, ces pouvoirs sont pleins et entiers. La question qui peut se poser, c'est sur les matières qui ne sont pas visées par les délégations. Est-ce que là-dessus, on est sur les affaires courantes? À mon sens, prudence. Selon la DGCL, non. À mon sens, en attente de jurisprudence, il faudrait être prudent
étant précisé que nous temporons ce propos, puisque lorsqu'on regarde la jurisprudence précisément sur les notions d'affaires courantes, la lecture du juge est différente en fonction de la durée de l'état transitoire. Si vous avez un état d'urgence, enfin une période transitoire de quelques semaines, la lecture des affaires, de ce qui rentre dans les affaires courantes n'est pas la même si vous avez un état plus long. Dans tous les cas, prudence là-dessus et on pourra se rapporter sur la position de la DGCL en cas éventuellement de difficulté. Particularité de fonctionnement du conseil municipal maintenue, prorogée, puisque là-dessus, période d'état d'urgence sanitaire, le législateur a prévu, par ordonnance principalement, une multitude de facilités de fonctionnement pour permettre quand même à la commune de continuer de fonctionner dans le cadre de cette épidémie. Tout d'abord, dérogation principe d'obligation de réunion trimestrielle du conseil municipal, même si on ne le fait pas, les sanctions ne sont pas contraignante. Réunion peut se tenir, ici on a prévu un droit d'initiative des conseillers municipaux qui, 1/5 de ceci peut contraindre le maire à convoquer un conseil municipal dans les 6 jours. On a une faculté de se dispenser de la consultation de certaines commissions, notamment les commissions thématiques permanentes. Ici également un débat par rapport à la CAO, puisque certains commentateurs ont considéré que l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril prévoit que l'on peut se dispenser de la consultation des commissions thématiques qui sont visées notamment à l'article 21, 21, 27 du CGCT. Et à cet article-là, on vise les commissions thématiques, et pour la composition des commissions thématiques, on doit respecter le principe de représentation pluralisme du conseil municipal. Le texte fait référence à la CAO. Certains ont considéré qu'on pouvait déduire de cet article-là que l'on pouvait ne pas consulter, se dispenser de la consultation de la CAO préalablement à la conclusion d'un marché. À mon sens, cette lecture est erronée et en tout cas, cette lecture est risquée, puisque ici, à mon sens, il n'est pas de la volonté du législateur d'avoir exonéré la CAO de la consultation dans ces commissions. Si tel avait été le cas, je pense que le législateur aurait expressément visé les textes spécifiques qui régissent la CAO ou par exemple la commission concession, ancienne commission de délégation de services publics, pour dispenser de sa consultation. De plus, on a une ordonnance postérieure du 22 avril 2020 qui, elle, prévoit expressément la dispense de la CAO pour les avenants de plus de 5% dans le cadre des marchés ou concessions ici et vise expressément les textes qui régissent la CAO ou la commission concession. Donc, un indice supplémentaire. Et dernier élément, dernier argument, qui est que si vous concluez un marché sans CAO alors que celle-ci est obligatoire, sans entache d'irrégularité celui-ci, à l'inverse, si vous concluez un marché avec une CAO alors que vous auriez pu vous en dispenser, vous n'avez pas de risque de remise en cause de votre marché. Donc, à mon sens, la sécurité juridique ici devrait continuer à consulter la CAO et la commission de concession, d'autant plus que celle-ci, tant la CAO que la commission de concession, notamment depuis le 27 décembre dernier, peuvent se réunir de manière dématérialisée. Donc, là-dessus, à mon sens, ce texte-là dispense des consultations des commissions, ne dispense pas de consulter la CAO. À mon sens, en tout cas, la prudence devrait vous le déconseiller. Vos réunions conseil municipal peuvent se tenir en visioconférence ou en audioconférence. Le quorum ici est abaissé à 1/3 des membres présents ou représentés, c'est bien présent ou représenté, donc qui permet une facilité de réunion, et également une personne peut être titulaire de 2 pouvoirs. Donc ici, un petit résumé de la situation pour ces communes dont le conseil municipal n'a pas été élu au complet au 15 mars. Donc le 15 mars, on voyait en jaune les communes de plus de 1000 qui n'ont pas été élues au complet, et en gris les communes de moins de 1000 qui n'ont pas été élues au complet. On a entre le 15 mars et le 28 juin un report du mandat pour les communes de moins de 1000 de ceux qui ont été élus. Pour les autres, on a un maintien de l'ensemble des conseillers municipaux sortants dans cette période-là. Au 28 juin, deuxième tour, élection de l'ensemble des conseillers municipaux. Pour les communes de plus de 1000, on va élire tant les conseillers municipaux que les conseillers communautaires qui seront effectifs à cette date-là. Pour les communes de moins de 1000, il faudra attendre
la réunion du conseil municipal pour désigner le maire et les adjoints. Et là, on aura les conseillers communautaires. Et donc, cette réunion se tiendra entre le 3 et le 5 juillet prochain pour procéder à ces installations. Voilà un petit résumé de la situation. Maintenant, venons-en à la situation des EPCI à fiscalité propre qui posent certaines difficultés et certaines complexités, puisque le législateur là-dessus ne nous a pas épargné d'une complexité particulière, pour le dire gentiment. Donc, sur l'incidence de ce report du deuxième tour sur la séance d'installation des EPCI à fiscalité propre. Celle-ci, deuxième tour fixé le 28 juin prochain. On est dans une règle particulière qui a été prévue par la loi du 23 mars dernier, selon laquelle le conseil communautaire devra se réunir au plus tard, suivant le deuxième tour, dans le délai le troisième vendredi qui suit le deuxième tour de scrutin, soit autrement dit au plus tard avant le 17 juillet prochain. Règles relatives à la tenue de cette séance. Ici, on doit distinguer deux situations en l'état du droit positif, puisque, comme je vous l'évoquais, les règles de l'état d'urgence sanitaire qui permettent une certaine facilité de tenue de réunion, pour l'instant, en tout cas en l'état du droit positif, ne s'appliquent que jusqu'au 10 juillet prochain. Donc, il faut distinguer en l'état, si votre séance d'installation conseil communautaire se tient avant le 10 juillet, inclus, ou entre le 11 et le 17 juillet, en l'absence de report d'état d'urgence sanitaire, qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Donc, nous raisonnons à un droit positif. Si tel était le cas, vous appliqueriez la première colonne. Donc, les règles pour cette séance d'installation. Convocation, on retombe ici sur les règles de droit commun. C'est le président sortant qui procédera à cette convocation. Attention, ici, pareil, en termes de vacances, on le verra plus tard. Si le président est absent ou empêché, c'est le premier vice-président dans l'ordre du tableau qui procédera, ou à défaut, le plus âgé des conseillers communautaires. Donc, dérogation au droit commun, et à défaut, comme pour les communes, c'est le préfet qui peut procéder à cette convocation. Délai de 5 jours francs pour l'ensemble des EPCI. Une fois que l'ensemble des maires des communes de moins de 1000 ont été élus pour avoir l'ensemble des conseillers communautaires. Ici, je vous le rappelle, convocation par voie dématérialisée au conseiller communautaire, plus depuis la loi engagement et proximité, et c'est un peu usine à gaz administrative, convocation de l'ensemble des conseillers municipaux, de l'ensemble des communes membres non conseillers communautaires. L'ordre du jour, ici, un peu comme pour les communes, à minima, c'est un minimum légal requis qui est l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, plus lecture de la charte de l'élu local. Et à mon sens, moi, je pourrais que vous conseiller d'intégrer également les délégations d'attribution du conseil communautaire au président, et notamment puisque, comme je vous l'évoquais, l'élection mettra fin à l'ensemble de ses pouvoirs et ses attributions, et également désignation des représentants au sein des organismes extérieurs pour leur permettre à eux également, on le verra, notamment pour le syndicat mixte, de pouvoir s'installer rapidement et également fonctionner. Ici, téléconférence également impossible, puisqu'on est sur un scrutin secret, donc exclut la téléconférence. Le quorum, et c'est là où il faut distinguer si on est avant le 10 juillet ou après le 10 juillet. Si vous êtes avant le 10 juillet, inclus, votre quorum sera de 1/3 des conseillers présents ou représentés. Là, on n'a pas la même dérogation que pour les maires et les adjoints. Donc, on pourra élire le président et les vice-présidents avec un quorum d'1/3 de personnes présentes ou représentées. À l'inverse, si on est après le 11 juillet, là, ça sera la moitié des conseillers présents. Les absents représentés ne seront pas pris en compte. Sur les pouvoirs, avant le 10 juillet, vous êtes 2 par conseiller. Après le 11 juillet, à compter du 11 juillet, c'est qu'un pouvoir par conseiller. Pour les publicités, c'est la même règle que pour les communes, ce que j'évoquais jusqu'au 10 juillet inclus, sans le public, avec retransmission en direct par tout moyen, soit en présentiel mais limité, soit un vote à huis clos. Et à compter du 11 juillet, on retombe sur les règles de droit commun selon lesquelles publicité des débats dans la limite des places disponibles ou à défaut, vote à huis clos.
Quelle est maintenant la composition, on va le voir, sur cette transitoire, puisque là, on est sur une composition un petit peu complexe. On a dit des compositions bigarrées du conseil communautaire jusqu'à la séance d'installation. Donc, depuis le 18 mai dernier, puisque la plupart des intercommunalités sont composées de communes qui ont été élues au complet le 15 mars dernier, pour lesquelles les conseillers communautaires sont entrés en fonction le 18 mai, mais également des communes qui, elles, les communes qui n'ont pas été élues au complet, elles n'ont pas encore leur conseiller communautaire, c'est toujours les conseillers communautaires sortants qui peuvent siéger pendant cette période-là. Et donc, le texte de loi a prévu un système particulier, on va le voir, un petit peu étrange et qui peut choquer parfois sur certains aspects, où on prévoit une composition mixte des anciens conseillers communautaires et des nouveaux conseillers communautaires. Le mécanisme est complexe, je vais essayer de vous le résumer de manière assez simple, mais c'est les services de la préfecture qui opèrent cette composition, puisque dessus, tout d'abord, voyons pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars dernier, il faut distinguer toujours les règles entre les communes de moins de 1000 et les communes de plus de 1000. Pour les communes de moins de 1000, les conseillers municipaux élus entre le 23 et le 28 mai seront pris dans l'ordre du tableau pour désigner les conseillers communautaires. Pour les communes de plus de 1000, ici, c'est les conseillers communautaires élus le 15 mars qui prendront leurs fonctions. Là, pour ceci, les règles sont assez simples. Maintenant, pour les communes dont le conseil municipal n'a pas été élu au complet le 15 mars dernier, il faut distinguer trois situations pour savoir quels sont, parmi les conseillers communautaires sortants, lesquels vont siéger. Il faut faire un comparatif tout d'abord entre le nombre de sièges dont bénéficie le conseil communautaire en 2020, c'est-à-dire qui a été arrêté par le conseil, par le préfet avant le 31 octobre dernier, soit selon un accord local, soit selon la procédure organisée, donc qui s'appliquera sur la composition du conseil communautaire ou métropolitain à compter de 2020, et comparer ce nombre-là avec la composition du conseil communautaire en 2014. Si on a une même composition pour la commune, la chose, même nombre de sièges pour la commune, la règle est simple, pour les communes de moins de 1000 et de plus de 1000, les conseillers communautaires sortants sont maintenus. Si le nombre de conseillers communautaires en 2020 excède celui de 2014, là, on a des conseillers communautaires supplémentaires qu'il va falloir désigner. Et donc, dans ce cadre-là, c'est les conseillers communautaires sortants, pour communes de moins de 1000 et de plus de 1000 qui sont maintenus. Par contre, quels sont les conseillers supplémentaires qui seront désignés? La règle diffère pour les communes de moins de 1000 et les communes de plus de 1000. Pour les communes de moins de 1000, on va prendre les conseillers municipaux occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau. Donc, c'est ceux-ci qui deviendront conseillers communautaires temporaires pour cette période transitoire. Et pour les communes, où là c'est un peu plus compliqué, pour les communes de plus de 1000, il va falloir prendre les conseillers municipaux qui ont obtenu lors de la dernière élection des conseillers communautaires les moyennes les plus élevées. Donc ce qui impose de faire un petit calcul, c'est-à-dire de regarder quel est le nombre de la nouvelle composition, le nombre de sièges de la commune en 2020 et recalculer, suite à la dernière élection des conseillers communautaires, parmi les conseillers municipaux, celui qui a eu le nombre de sièges le plus élevé, avec une composition, par exemple, en 2020 à 5, alors qu'elle était à 3 en 2014, on fera la composition selon un chiffre de 5. Et c'est celui qui aura la plus forte moyenne, ceux qui auront les plus fortes moyennes qui seront intégrés, conseillers communautaires supplémentaires. Dernière option, si le nombre de sièges en 2020 est inférieur à celui en 2014, là on a une perte de conseil communautaire, donc il va falloir désigner parmi les sortants lesquels ne seront pas dans le conseil communautaire. Pour les communes de moins de 1000, ici, ceux qui perdront leur siège, c'est ceux qui occupent le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau. Voilà, assez simple. Pour les communes de plus de 1000, là, la règle est un petit peu plus compliquée. Il faut regarder d'abord les conseillers communautaires qui ont été élus en cours de mandat, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été élus en 2014. Est-ce qu'on a eu des conseillers complémentaires? Est-ce qu'on a eu une élection de conseillers communautaires entre 2014 et 2020? Si on a eu plusieurs élections, c'est les derniers conseillers communautaires élus qui perdront leur mandat. Si on n'en a eu qu'une seule, c'est le conseiller communautaire qui a eu la moyenne la moins élevée qui perdra son mandat. À défaut, si on n'a pas eu d'élection
cours de mandat de conseiller communautaire, c'est-à-dire si les conseillers communautaires en place, les sortants, sont tous élus, ont tous été élus en 2014, c'est le conseiller communautaire qui perdra leur mandat, c'est ceux qui ont obtenu la moyenne la plus faible lors de cette élection en la matière, et ça, c'est les services de la préfecture qui procéderont à ces calculs. Étant précisé qu'il y a des particularités pour les communes nouvelles et les EPCI fusionnés l'année précédente, le renouvellement, pour lequel je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous avez certaines particularités. Donc, on a une composition d'un conseil communautaire mixte. Sur le fonctionnement de l'organe délibérant, jusqu'à la séance d'installation, on a un petit peu les mêmes problématiques qui se posent que pour les communes. D'abord, sur la compétence du conseil communautaire mixte. Quelle est sa compétence? Selon la DGCL, pareil, on est sur une compétence pleine et entière. Toutefois, je porterai les mêmes réserves de prudence sur l'ensemble des matières qui peuvent faire l'objet de la délégation visée à l'article 5211-10 du CGCT, où là, à l'inverse des communes, on peut tout déléguer sauf 5 thématiques. Dans l'ensemble des matières, sauf les thématiques, je n'ai pas de difficulté. Là, l'ordonnance du 1er avril permet d'accorder l'ensemble des pouvoirs. Par contre, c'est sur les 5 matières où là, je vous inciterai à apporter la prudence de décisions adoptées sur ces thématiques-là, ou s'en remettre à la position de la DGCL. Particularité de fonctionnement du conseil communautaire, ici, c'est un peu le même mode de fonctionnement de votre conseil communautaire mixte. Vous n'avez pas d'obligation de réunion trimestrielle. Vous devez tenir une réunion à la demande d'un 5e des conseillers communautaires dans un délai de 6 jours. Faculté de se dispenser à des commissions consultatives, notamment des commissions thématiques. Même réserve que la CAO. À mon sens, continuez à consulter la CAO, ici, ou la commission concession préalablement à l'octroi d'un nouveau marché. La prudence devrait vous inciter. Si jamais vous avez un conseiller communautaire qui était membre de la CAO et qui a perdu son mandat, remplacez-le, mais continuez à consulter la CAO. Vous pouvez vous réunir en visioconférence ou en audioconférence. Le quorum, toujours pareil, jusqu'au 10 juillet prochain, il en est sur un tiers des membres présents ou représentés, et une personne peut être titulaire de pouvoir. Ça, c'est les règles qui s'appliquent jusqu'au 10 juillet prochain. De même, pour le fonctionnement des EPCI à fiscalité propre jusqu'à la séance d'installation, ici, par contre, le président, les vice-présidents et les membres du bureau, eux, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à cette séance, puisqu'ils seront installés jusqu'à la désignation de leur successeur. Ici, comme pour le maire, le président sortant du conseil communautaire, depuis le 12 mars dernier, là-dessus, l'ordonnance du 13 mai dernier a prévu la rétroactivité de l'ensemble des délégations accordées au président du conseil communautaire, qui bénéficie de l'ensemble des délégations que le conseil communautaire peut lui conférer, à l'exception des 5 matières visées à l'article 5211-10 et également en matière d'emprunt. Toutefois, comme pour le conseil municipal, le conseil communautaire peut à tout moment modifier l'étendue de ces délégations. Ici, c'est là où on voit la particularité, puisque le texte prévoit le maintien du président, des vice-présidents et des membres du bureau, alors même qu'ils auraient perdu leur mandat de conseiller communautaire. Ils ne seraient même plus élus, ils seront quand même présidents et maintenus jusqu'à la séance d'installation. Et donc, ils disposeront également de l'ensemble de ces attributions. Ils conserveront leurs indemnités de fonction. Par contre, s'ils ne sont plus élus conseillers communautaires, ils ne pourront pas participer au vote du conseil communautaire. Ce qui posera notamment la problématique de la voix prépondérante du président en cas d'égalité des suffrages. Mais là-dessus, le texte est très clair. Quand on regarde les débats parlementaires de la loi du 23 mars, initialement, le projet de loi prévoyait l'élection d'un exécutif transitoire, sauf que l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un amendement, dans le cadre de la lecture Assemblée nationale, a prévu explicitement la mise en place de ce dispositif et donc maintien des conseillers communautaires sortants, alors même qu'ils n'auraient plus de mandat de conseiller communautaire. Sur le bureau sortant, attention, celui-ci a perdu, qualité de bureau, les délégations que le conseil communautaire a pu lui consentir, puisque l'ensemble des délégations sont conférées au président, qualité de président, et non pas au bureau dans son ensemble collégial. Celui-ci peut continuer à se réunir pour tout le volet
consultatif, mais le volet délibératif, celui-ci n'a plus compétence. Sur la vacance, c'est ce que vous évoquez du président, il est provisoirement remplacé par un vice-président dans leur dénomination ou à défaut par le conseil communautaire le plus âgé, dérogation à la règle de droit commun. Si vous avez une vacance d'un vice-président ou d'un membre du bureau, ici, pareil, faculté de procéder à son remplacement, mais téléconférence, impossible. Donc, j'essaie de vous faire un petit résumé de la situation pour les EPCI à fiscalité propre. Excusez-moi pour la complexité un petit peu de ce calendrier, mais la situation est un petit peu complexe. Comme vous le voyez, j'ai repris l'ensemble des situations qu'on a vues jusqu'à présent. En bleu clair, les communes de plus de 1000, qui ont été liées au complet le 15 mars. En violet, celles de moins de 1000 qui ont été liées au complet le 15 mars. En jaune, les communes de plus de 1000 qui n'ont pas été liées au complet. Et en gris, les communes de moins de 1000 qui n'ont pas été lues au complet le 15 mars. Si l'on regarde ici, entre le 18 mai et le 28 juin prochain, on a cette période transitoire où on a un conseil communautaire mixte, où vous le voyez, les conseils communautaires des communes de plus de 1000 élus au complet viennent siéger au sein du conseil communautaire, de même que pour les communes de moins de 1000 à compter de la séance d'installation du conseil municipal qui a eu lieu entre le 23 et le 28 mai dernier. Donc ça, c'est les nouveaux conseils communautaires qui viennent siéger dans l'organe délibérant. Et par contre, maintien des conseillers communautaires sortants pour les communes de plus de 1000 où l'élection n'était pas complète, de même que pour les communes de moins de 1000. Et c'est qu'à compter du 28 juin, où là, cette composition mixte prend fin, et vous avez première étape, entre le 3 et le 5 juillet, installation du conseil municipal, des communes qui sont devenues élues au complet, et ensuite, installation, il faut à mon sens essayer d'envisager une installation avant le 10 juillet prochain du conseil communautaire, selon une nouvelle composition globale. Enfin, pour finir, incidence sur le report pour les syndicats, qui sont composés de communes ou d'interco. Là-dessus, c'est pour ça que je pense que les séances d'installation des communes et des conseils communautaires doivent nécessairement prévoir la désignation de leurs représentants au sein de ces structures syndicales. Attention là-dessus, j'attire votre attention, la loi du 27 mars dernier a changé les modalités. Les communes, maintenant, ne peuvent désigner que des conseillers municipaux pour les représenter au sein de ces structures syndicales. Donc, pour les syndicats intercommunaux, leur séance d'installation devra intervenir au plus tard le 31 juillet prochain. Par contre, pour les syndicats mixtes, eux, c'est le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection des présidents qui sont membres de ce syndicat, des EPCI qui sont membres de ce syndicat. Et donc, comme ces EPCI peuvent être désignés au plus tard, on l'a vu, au 17 juillet, ces syndicats pourront se réunir au plus tard le 14 août. Donc là-dessus, c'est pour ça que j'aurais tendance à insister, essayer de désigner vos représentants au sein des syndicats rapidement pour leur permettre d'éviter cette période estivale pour s'installer. Ici, rassurez-vous, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité. Là-dessus, la jurisprudence est claire. Le Conseil d'État considère que si on élit le président et les membres du bureau après ces délais, on n'a pas d'irrégularité des élections. La sanction, c'est que si l'on prévoit, par exemple, une séance d'installation le 14 août et que le conseil communautaire membre avait 5 sièges, n'a pas désigné ses représentants, et ben c'est le président et le premier vice-président qui vient siéger à la séance d'installation. Au lieu d'avoir 5 sièges, il n'y en a plus que 2. Voilà la sanction, mais il n'y a pas d'illégalité. Jusqu'à la séance d'installation, le mandat des délégués sortants ici est prorogé jusqu'à la désignation de leur successeur. Là, c'est ce que prévoit le texte pour permettre d'ancrer leur maintien, et même s'ils ont perdu leur mandat de conseiller communautaire ou de conseiller municipal. Donc, c'est pareil que pour le président des EPCI à fiscalité propre. Vous avez un représentant d'une interco au sein d'un syndicat mixte. Celui-ci est maintenu dans son mandat, même s'il n'est plus élu. De même, le mandat du président et des vice-présidents est prorogé, et jusqu'au 10 juillet 2020, fin de l'état d'urgence. Ici, le texte le prévoit expressément, c'est l'ordonnance du 13 mai qui vient fixer cette date du 10 juillet sur la fin des pouvoirs exorbitants des délégations accordées par la loi
au président sortant, qui depuis le 12 mars bénéficie de l'ensemble des délégations d'attribution que le comité syndical peut lui conférer, sauf les 5 matières visées à l'article 5210 du CGCT, et le comité syndical peut à tout moment modifier l'étendue de ces délégations, les mêmes règles, et celles-ci s'appliquent jusqu'au 10 juillet. Pareil, le bureau sortant a perdu sa qualité, qui a été maintenue, ne peut pas, a perdu ses délégations en la matière. La séance d'installation là-dessus, c'est les mêmes règles, donc je vais aller assez rapidement. Il faut toujours distinguer si votre séance d'installation du comité syndical intervient avant le 10 juillet inclus ou à compter du 11 juillet en l'état, puisqu'on n'a pas de report de l'état d'urgence sanitaire, ou la seule différence, c'est que sur la publicité des débats, là-dessus, syndicat, vous n'avez pas la dérogation avant le 10 juillet pour vous permettre d'exclure le public. Vous devez nécessairement soit public dans les limites des places disponibles, ou à défaut, en début de séance, voter le huis clos. Sur les fonctions, c'est les mêmes règles qui s'appliquent sur le fonctionnement de votre comité syndical jusqu'à la séance d'installation. Les pouvoirs du comité syndical, là-dessus, selon un DGCL plein et entier, je porterai la même prudence, d'autant plus à compter du 10 juillet prochain, entre le 10 juillet et la séance d'installation. À mon sens, grande prudence, essayer d'adopter le plus de choses avant. La particularité de fonctionnement jusqu'au 10 juillet, pareil, vous avez les mêmes facilités que les communes et les EPCI que je vous ai évoquées, à la seule différence où vous ne pouvez pas vous dispenser pour la séance d'installation du public, vous pouvez faire visioconférence, audioconférence, toujours un tiers des membres présents représentés, et un conseiller peut avoir 2 pouvoirs. Ici, je vous ai fait un petit résumé de l'ensemble de la situation avec l'ensemble des séances en fonction des collectivités concernées pour essayer de vous retrouver dans tout cela. Et pour finir, on avait vu la première option, espérons que c'est ce qui se passera avec un deuxième tour de scrutin au 28 juin prochain. Par contre, on ne peut pas exclure la deuxième option où l'évolution du contexte sanitaire conduit à empêcher ce second tour. On a un avis du comité scientifique qui vient nous dire non, c'est pas possible, les conditions sanitaires ne permettent pas le scrutin 15 jours avant celui-ci. Et là, ici, dans l'urgence, il a été prévu, donc c'est le projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres hier, qui prévoit plusieurs aspects. Il faudra être vigilant sur son évolution. Moi, je vous évoque ici ce que le projet de loi prévoit en l'état. Il faudra être attentif sur son évolution au Parlement en procédure accélérée. Il prévoit tout d'abord l'annulation du second tour de scrutin, ici. Toutefois, et également, il prévoit l'annulation des résultats du premier tour de scrutin. Toutefois, comme je vous l'évoquais, les conseillers municipaux des communes de moins de 1000, et pour Paris, Lyon et Marseille, les conseillers municipaux qui ont été élus définitivement le 15 mars dernier, eux, conservent leur élection. Donc, s'il y a report de l'ensemble du processus électoral, premier et deuxième tour, celui-ci ne portera que pour les sièges non pourvus le 15 mars dernier ou les sièges qui sont devenus vacants depuis. Ceux qui ont été élus et qui ont conservé leur mandat de manière définitive, eux, ne feront pas un nouveau débat démocratique. Autre élément, ici, le projet de loi prévoit les modalités, puisqu'il habilite le gouvernement à fixer par décret en Conseil des ministres un nouveau scrutin à 2 tours lorsque la situation sanitaire le permettra et au plus tard avant le mois de janvier 2021. Ce décret devra être publié 6 semaines avant l'élection, le premier tour de scrutin qui sera fixé, et il sera nécessairement pris après avis du comité scientifique pour savoir est-ce que les conditions sanitaires nous permettent de tenir ces 2 tours de scrutin. Et au plus tard, 5 jours avant la publication de ce décret, un rapport sera remis par le gouvernement au Parlement en la matière. Ici, le projet de loi prévoit toujours le maintien des élections de renouvellement général des conseils municipaux et communautaires en mars 2026, donc il n'y a pas de report de cette date-là. Les règles relatives à la campagne électorale et au financement des campagnes, à ce moment-là, ne s'appliqueront qu'à compter du 1er juillet 2020, donc ce que je vous évoquais notamment sur les campagnes de promotion publicitaire, etc., ne s'appliqueront qu'à compter du 1er juillet 2020.
Également ici, et c'est là où il apporte, on a certains regrets, mais on ne désespère pas que lors des débats, il y ait des modifications. La loi, le projet de loi, pardon, proroge le régime de conservation des mandats des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sortants, ici, donc on proroge leur mandat. Donc le système qu'on a vu jusqu'à présent reste jusqu'à ce deuxième tour. Moi, j'ai un regret personnel, c'est que pour l'instant, on n'a pas de précision explicite sur l'étendue des pouvoirs des conseillers sortants. Ce serait bien que le texte de loi nous apporte une petite précision là-dessus pour sécuriser le dispositif. Par contre, grande chose importante à mon sens, en l'état, le projet de loi pour les EPCI à fiscalité propre, à composition mixte, que je vous évoquais, on met fin à ce mécanisme du président sortant qui aurait même perdu son mandat. Ici, il est prévu l'élection d'un exécutif provisoire dans un délai de 3 semaines suivant l'entrée en vigueur de la loi. Donc, EPCI à fiscalité propre et une composition mixte. La loi prévoit que dans les 3 semaines de sa publication, on fera une séance d'installation pour désigner un président et des vice-présidents et des autres membres du bureau à titre provisoire pour régir l'EPCI, puisque éventuellement jusqu'à janvier prochain. Et ici, il est prévu que cet exécutif sera maintenu si l'élection reportée ne fait pas évoluer la composition. Autrement dit, par exemple, vous n'avez qu'une commune à pourvoir et les mêmes conseillers communautaires sortants seront les mêmes que les nouveaux conseillers communautaires. À ce moment-là, l'exécutif sera définitif. Le conseil communautaire pourra également voter des indemnités de fonction provisoires dans le mois de son installation pour ses élus. Par contre, pas de modification pour le régime des syndicats, maintien du système actuel, mais à mon sens, il faudrait voir des évolutions, mais à suivre en urgence à la mi-juin, ce que donnera ce projet de loi si les conditions sanitaires ne permettaient pas le deuxième tour, ce que nous n'espérons pas en l'état. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole pour d'éventuelles questions en la matière. Alors, merci Simon. Bon, c'était extrêmement dense. J'espère que vous étiez tous bien réveillés et que vous aviez du café à proximité et que vous étiez bien attentifs parce qu'effectivement, on voit que c'est un sujet très complexe et que les textes là, qui viennent de sortir, même si on sait que la situation est complexe, voilà, il y a un certain nombre de cas de figure très complexes. Voilà. Donc, alors juste pour répondre à toutes les questions qui peuvent apparaître là-dessus, oui, vous aurez le support. Donc, du coup, vous pourrez du coup vous replonger par rapport à ça et du coup revisiter les schémas qu'a réalisé Maître Ray de manière à pouvoir voir dans quelle situation vous vous trouvez. Hein. Voilà. Alors, quelques questions du coup sur les installations. Alors, déjà, il y a une toute première question qui date un peu du début là sur les bureaux de vote. Alors, hop. Alors, attendez, je vais le retrouver. Il y a beaucoup de questions, hein, donc voilà. Excusez-moi 2 secondes. Hop. Alors. Ah, voilà. Une participante qui pose la question sur la tenue des bureaux de vote. Elle dit voilà, si les conseillers municipaux qui ne souhaitent pas tenir un bureau de vote pourront-ils être libérés, notamment à cause de leur âge ou de leur fragilité face au virus qui serait lié éventuellement à des pathologies ou des facteurs de risque. Là, c'est toute la problématique et sachez que fait partie de vos attributs en tant de conseiller municipal de tenir vos fonctions en la matière. Le risque, après, c'est le risque de ne pas y aller. Hein. Si vous êtes conseiller communautaire sortant, ça serait éventuellement d'avoir une sanction et d'avoir une démission d'office éventuellement prononcée par le préfet dans la situation, le contexte est particulier. Et c'est pour ça que vous avez vu le décret du 27 mai de ce matin a prévu qu'en cas d'absence d'assesseur du bureau de vote, on a prévu que les électeurs présents, qui sachant lire et écrire,
les plus jeunes feront office d'assesseurs dans le cadre de ces bureaux de vote. Et c'est, à mon sens, notamment pour répondre à cette problématique-là qui poserait éventuellement difficulté. Alors, plusieurs questions là, qui sont arrivées au fil de l'eau, puis pas mal là, en fin de cette séance-là, sur les syndicats mixtes ouverts. Oui. Donc, une question de participante, une première question qui dit, voilà, est-ce que chez les syndicats mixtes ouverts, est-ce qu'il y a une date butoir pour le comité syndical d'installation? Les syndicats mixtes ouverts, là-dessus, la problématique des syndicats mixtes ouverts, ils ont un fonctionnement particulier, puisque par principe, un syndicat mixte ouvert, vous n'êtes soumis qu'à certaines dispositions du CGCT, et c'est souvent vos statuts qui prévoient pleinement les choses. Donc, pour répondre concrètement à cette question, la première chose à faire, c'est regarder dans vos statuts si quelque chose est prévu. À défaut de précision explicite dans vos statuts, il faut regarder est-ce que vous n'avez pas une clause, sûrement en fin de statut, où l'on prévoit que tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts et dans les dispositions spécifiques du CGCT applicables aux syndicats mixtes ouverts, est-ce qu'on ne renvoie pas à l'application des règles de droit commun de l'Interco? Et donc, dans ce cadre-là, la date butoir, c'est celle que j'évoquais, qui interviendrait au plus tard au 14 août prochain. Et à défaut de précision, moi, je ne pourrais que vous inciter de vous caler sur les textes prévus, hein, c'était sur cette date du 14 août. Après, comme je vous l'évoquais, la sanction, vous n'avez pas de sanction, hein, vous n'avez pas d'illégalité d'élection du président ou des vice-présidents et des membres du bureau si vous ne respectez pas ces dates-là. Le seul risque, c'est que vous ne pourrez pas éventuellement, à défaut d'un de vos membres d'avoir désigné ses représentants, de convoquer son président au premier VP ou maire et premier adjoint. C'est la seule difficulté qui pourrait être pour le syndicat mixte ouvert. D'accord. Donc, en résumé, est-ce qu'il répond aussi une autre question? Du coup, c'est quelles sont les différences de modalités d'installation qu'on peut avoir entre un syndicat mixte fermé et puis un syndicat mixte ouvert? Les modalités d'installation, oui, parce que le syndicat mixte fermé, lui, est régi par le droit commun de l'intercommunalité. Donc le syndicat mixte fermé, lui, n'a pas le choix, on applique toutes les règles que j'évoquais pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés. Pour un syndicat mixte ouvert, là, vous avez une liberté plus importante par les rédacteurs des statuts, c'est-à-dire par les membres constitutifs. Donc, soit on a prévu des statuts assez light, j'ai envie de dire, sans renvoi au droit commun de l'intercommunalité. Donc là, il faut regarder qu'est-ce que prévoient les statuts sur mes modalités de fonctionnement et sur mon installation. Et donc, en fonction du contenu, je peux faire un petit peu de manière dérogatoire aux règles de droit commun, soit mes statuts renvoient au droit commun de l'interco, où là, je dois appliquer les règles particulières. Donc, pour répondre précisément à la question, oui, il y a une différence du fonctionnement entre syndicat mixte fermé et syndicat mixte ouvert. Syndicat mixte fermé, c'est le droit commun de l'interco que j'ai évoqué. Syndicat mixte ouvert, ça dépend des statuts. Voilà. D'accord. Concernant aussi tout ce qui est CAO, donc une question d'une participante qui dit voilà, faut-il réélire la CAO dans le cas d'un conseil communautaire mixte, vu que certains d'entre eux n'ont plus de mandat communautaire? Moi, à mon sens, oui, il faut redésigner les remplaçants, puisque, à mon sens, il est trop risqué, comme je voulais pour les raisons que j'évoquais, hein, il est trop risqué de se fonder sur l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril pour considérer qu'on n'a pas besoin de réunir la CAO. Mais c'est là où on retombe sur une autre difficulté, c'est mais oui, mais si par exemple l'ensemble de mes membres de CAO sont tous des conseillers communautaires qui ont perdu leur mandat, ils ne sont plus compétents pour se réunir. Et donc c'est à ce moment-là où, à mon sens, il faudra désigner des représentants, si vous pouvez tenir, puisqu'on est sur une élection, hein, donc par principe au scrutin secret, sauf unanimité du Conseil pour éventuellement y déroger, où là, vous pouvez procéder au remplacement des membres de votre CAO. Et donc, à mon sens, je vous le conseillerais d'y procéder avant de réunir celle-ci. Parce que se passer de la CAO en l'état des textes, je pense que l'on prend un risque trop important. Et pour finir de répondre en termes de choisir entre
la peste ou le choléra. Ici, en l'état, avoir une CAO éventuellement même incompétente ou mal composée et avoir son avis, alors que celui-ci n'est pas requis, vous permet de sécuriser le dispositif. L'inverse, ne pas avoir d'avis de CAO alors que celui-ci serait imposé, entache d'irrégularité votre marché. Une dernière question sur ce sujet, une participante qui dit voilà, j'aurais besoin de plus de précision quant à la composition de la CAO d'un EPCI sur la période du 28 mai au 28 juin. La composition de la CAO de l'EPCI, c'est le président puis plus 5 conseillers communautaires qui sont élus au scrutin proportionnel. Et donc, en la matière, et vous pouvez prévoir des suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités, à défaut. Donc, si vous n'avez pas de CAO, vous allez prendre d'abord vous n'avez plus de composition de votre CAO, fixer les modalités de dépôt des listes des personnes et ensuite procéder à l'élection des personnes au scrutin proportionnel. Les 5 personnes proportionnelles, le président sortant étant de droit président de la CAO, mais il peut, s'il a perdu son mandat, il peut tout à fait désigner un représentant pour siéger au sein de celle-ci. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a pas mal de questions qui sont toutes. En fait, on a beaucoup de questions qui sont extrêmement techniques parce que il y a beaucoup de participants aujourd'hui qui viennent de différents horizons. Une question plutôt sur la séance d'installation. Est-ce que la convocation doit être obligatoirement dématérialisée? Et comment fait-on si on ne récupère pas les adresses mail et comment savoir si le conseil municipal nouvellement élu ne veut pas d'emploi dématérialisé? C'est toute la problématique de cette nouvelle loi du 27 mars 2019, 27 décembre pardon, 2019, la loi engagement et proximité, qui a inversé la règle. Vous savez qu'avant, la convocation était par principe envoyée au domicile par voie postale et par dérogation sur demande, sur acceptation expresse des élus, par voie dématérialisée. Là, la loi, elle a inversé la règle. C'est-à-dire que c'est par principe, vous êtes sur un envoi dématérialisé et par dérogation, si vous avez une demande expresse de l'élu, vous faites un envoi postal par voie recommandée. Ici, à mon sens, ce qu'il faut faire, c'est essayer de réunir le plus rapidement possible l'ensemble des adresses mail de l'ensemble des élus pour leur envoyer par voie mail la convocation. Et vous avez certaines collectivités ou certains clients en pratique qui doublent, qui font un envoi dématérialisé couplé d'un envoi postal pour essayer de se sécuriser là-dessus, mais étant précisé que en l'état, il faudra voir ce que nous dit le juge administratif, puisque pour l'instant on n'a pas encore de recul là-dessus, mais un envoi postal, pour l'instant, ne fait pas foi. Là-dessus, pour vous sécuriser, moi ce que je vous conseille, c'est de bien indiquer dans le cadre du procès-verbal de la délibération la date de convocation, puisqu'on a une jurisprudence du Conseil d'État de 2016 qui nous dit que les mentions factuelles du procès-verbal de délibération font foi jusqu'à preuve du contraire. Donc ça veut dire que ça devra être au conseiller municipal communautaire ou municipal concerné de démontrer par tout moyen qu'il n'a pas reçu une telle convocation, qui permet de sécuriser un peu le dispositif. Mais l'idéal, moi je pense que l'idéal à terme, c'est de doter l'ensemble de vos élus d'une adresse mail spécifique collectivité pour faciliter derrière le contenu. Mais là-dessus, voilà, c'est une difficulté pratique que l'on rencontre, c'est collecter justement les adresses mail de chacun des élus pour pouvoir les convoquer. Alors, sur la partie toujours interco, une suggestion en fait, participant qui dit voilà, bonjour, ne faudrait-il pas inscrire à l'ordre du jour le maintien ou la révocation des décisions prises par le président sur le fondement de l'ordonnance du 1er avril? Ce qui est prévu par le texte, c'est le 1er avril, l'ordonnance du 1er avril confère au président l'ensemble des délégations, sauf les 5 matières. Et la première réunion du conseil communautaire suivant le 1er avril doit nécessairement inscrire à l'ordre du jour la question de savoir est-ce que
l'on maintient les délégations en l'état? Est-ce qu'on modifie, par exemple, est-ce qu'on prévoit des plafonnements dans les attributions des délégations, ou est-ce qu'on retire certaines pour permettre au président, au conseil communautaire d'en disposer? Et le texte prévoit que le conseil communautaire peut expressément revenir sur les décisions qui ont été prises par le président. Mais ici, à mon sens, si vous avez une décision créatrice de droit qui a été adoptée par le président et que vous avez dérogé au délai de retrait de celle-ci, moi je pense que le risque indemnitaire, même en tout état de cause, même si vous respectez ces délais-là, le risque indemnitaire n'est pas exclu dans le cadre d'un retrait de telle décision. Donc à mon sens, il faudra faire du cas par cas pour voir les incidences et les conséquences de celle-ci. Voilà. Mais c'est une faculté, c'est une possibilité, mais attention, à mon sens, vous avez un risque indemnitaire. Il y a une question qui portait sur les syndicats mixtes, il me semble, parce que c'est pas précisé, mais je crois que c'est ça. Une personne qui, je comprends mal ce qui se passe entre le 10 juillet et l'installation du président en matière de compétences. La problématique, ce qui se passe, c'est qu'en l'état, l'ordonnance du 13 mai dernier est venue préciser que l'ensemble des délégations qui ont été conférées au président, c'est-à-dire l'ensemble des délégations sauf les 5 matières visées au 5210, prennent fin le 10 juillet prochain. Donc, entre le 10 juillet et la séance d'installation, on retombe sur le droit commun, qui, normalement, et c'est là où problématique du préfet, le président reprend l'ensemble de ses attributions, ses pouvoirs propres, c'est-à-dire il n'est plus dans les matières que le conseil communautaire peut lui déléguer. Il est dans ses pouvoirs propres à lui, qui est plus un pouvoir d'administration de la collectivité, éventuellement certains pouvoirs de police spéciale du président qui lui aurait été transféré automatiquement ou volontairement par les maires des communes membres, mais ces pouvoirs deviennent très limités. Et de toute façon, dans la période, c'est pour ça qu'entre le 10 juillet et le 17 juillet, si on attend le plus tardivement, je pense qu'il faudra éviter de prendre certaines décisions du président pendant cette période-là. Et se limiter à la convocation du nouveau conseil communautaire. Une réflexion d'une participante qui dit, voilà, vous semblez préconiser que les désignations dans les organismes extérieurs puissent être adoptées dès la séance d'installation. Est-ce un fonctionnement classique ou est-ce préconisé dans un contexte de crise sanitaire où l'on évite du coup la multiplication des réunions? Là-dessus, on est sur, à mon sens, on est sur une question politique. On n'est pas sur une question juridique, puisque en droit, en la matière, pour la séance d'installation est une séance classique où on peut prévoir à l'ordre du jour l'ensemble des questions que l'on veut envisager. La problématique actuelle, c'est que le comité scientifique conseille de prévoir des séances d'organes délibérants assez courtes pour éviter, en raison de l'épidémie, des problématiques de fonctionnement. Sauf qu'en l'état, on se rend bien compte qu'il est compliqué d'organiser des organes délibérants en présentiel. Et donc, si lors de cette séance d'installation, on a été en capacité d'avoir les arbitrages politiques en amont qui vous permettent de déterminer les délégations au président et également la désignation au sein des organismes extérieurs pour permettre, mais sur les organismes extérieurs, je parlais surtout pour les différents syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, pour leur permettre à eux, ensuite derrière, de procéder à leur installation et de fonctionner de plein exercice. Donc c'est pour ça que dans cette logique pratique, moi je vous conseille de le faire lors de cette séance d'installation. Et ça dépend des collectivités. Là, on est vraiment sur une question d'arbitrage politique. Voilà, moi j'ai de nombreuses collectivités clientes pour lesquelles, lors de leur séance d'installation, on a prévu tout un florilège de décisions à adopter, mais c'est notamment parce qu'on avait l'ensemble des arbitrages politiques sur ces questions en amont qui permettent de les adopter. Si tel n'est pas le cas, vous serez nécessairement amené à avoir votre exécutif élu pour leur permettre ensuite de s'accorder politiquement
sur les différentes désignations et envisagées dans une séance ultérieure. Et dans le contexte actuel, moi, je pense que prévoir à minima ces aspects-là dans la séance d'installation est de bonne pratique pour permettre la reprise des fonctionnements des différentes instances, communes, interco, enfin plutôt interco et syndicats de plein exercice, même éventuellement de deuxième rang, des SEM, des SPL, avec les administrateurs sur ces problématiques-là. Une question sur les syndicats mixtes fermés. Une participante qui dit voilà, les délais d'installation pour les syndicats mixtes fermés, donc 4 semaines après l'installation des EPCI, peuvent-ils être dépassés? Entre le 15 juillet et le 15 août, le risque est réel de ne pas parvenir à avoir la moitié des membres. Oui, bah après ici, il y a deux options. C'est soit vous fixez votre séance d'installation, par exemple le 12 juillet, et là, vous n'avez pas de quorum, donc vous constatez à votre séance que vous avez un défaut de quorum. Là, les textes prévoient que vous devez à nouveau procéder à une convocation. À minima, vous devez respecter un délai minimum de 3 jours. Par contre, on n'a pas de délai maxi, donc on pourra envisager une convocation ultérieure. Et là, la nouvelle séance, vous n'aurez pas besoin de quorum. Soit donc ça, c'est la première option envisagée. Donc une première séance sans quorum le 13 août et une nouvelle séance ultérieurement. Je pense que c'est un petit peu peu opportun dans le contexte. Après, c'est ce que je vous évoquais, la jurisprudence, ici, clairement, n'assortit pas de sanction la méconnaissance de délai. Et vous dit que même si vous ne respectez pas une séance d'installation le 14 août, par exemple, vous prévoyez votre séance d'installation début septembre, alors vous auriez dû y procéder avant le 14 août, ça n'entache pas d'illégalité l'élection du président, des vice-présidents et d'un membre du bureau. Donc, là, le risque, à mon sens, ne paraît minime. Le risque qui pourrait être, ce serait d'avoir le préfet qui vous enjoint de devoir réunir votre comité syndical. Dans le contexte actuel, je ne vois pas un préfet y procéder. Donc à mon sens, pour répondre précisément à la question, vous pouvez l'envisager, à mon sens, début septembre. Il est 18h40, on va procéder peut-être encore à une ou deux questions. Alors, il y a beaucoup de questions. Dans le principe, en fait, ces questions seront transmises à Maître Ray et qui regardera dans quelle mesure il peut y répondre. Alors, il y a des questions aussi, vous avez déjà répondu dans le fil de l'eau de votre intervention. Mais voilà, donc il y a un certain nombre de questions, on vous les transmettra et puis encore une fois, dans la mesure du possible, de ce que vous pouvez répondre sans que ce soit un conseil juridique, je vous laisserai la possibilité d'apporter des réponses. Alors, une question d'une participante qui dit, voilà, bonjour, si des délégations avaient été données au président par le conseil communautaire avant la loi d'urgence et ces ordonnances, les récupère-t-il après le 10 juillet? Premier point. Ou devons-nous refaire une délibération déléguant au président des points précis? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Désolé, à l'objectif, c'était pas de vous connaître. Vous pouvez faire un joker. Hein. Non, c'est une très bonne question. Après, je ne veux pas faire un joker, c'est pas ma pratique. Après, je vais répondre, mais par contre avec prudence. Je pense que ça mériterait vérification et de creuser ce point particulier. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que par principe, la loi d'urgence, la loi du 23 mai, avait prévu, avant l'ordonnance du 1er avril, que les délégations accordées au président étaient maintenues. Précédemment, les délégations qui étaient accordées avant étaient maintenues. Et ensuite, l'ordonnance du 1er avril est venue préciser, est venue étendre le champ de délégation, prévoir une délégation de droit qui a conduit, et de manière rétroactive, depuis le 12 mars dernier, l'ensemble des délégations avec le système que j'évoquais, et ce, jusqu'au 10 juillet prochain. Problématique, la question posée, c'est est-ce que le 18 juillet, est-ce qu'on peut appliquer à nouveau, est-ce que la loi du 23 mai permet de ressurgir les délégations en T, ou on doit considérer que l'ordonnance du 1er avril a abrogé implicitement la disposition de la loi du 23 mai sur le maintien des délégations antérieures. Moi, je pense que la prudence devrait conduire éventuellement à adopter une nouvelle délégation
là-dessus, mais après on retombe sur ce que j'évoquais, sur quelle est l'étendue des pouvoirs des instances maintenues. Si on suit la DGCL, vous pourriez envisager de nouvelles délégations classiques, hein, telles que prévues, et je pense que, et j'espère que le projet, si on a un report, on n'a pas le 22 juin les élections, on a la loi qui est adoptée, j'espère qu'on viendra préciser un petit peu les choses, parce que pour les syndicats, c'est toujours le système actuel qui est en vigueur, donc cette problématique se posera réellement. À mon sens, la sécurité viserait à accorder à nouveau des délégations pour confirmer ceci avec quid de l'étendue des pouvoirs des organes délibérants dans cette période-là. Allez, une dernière question. Là, c'est une question d'une participante qui dit, c'est un point que vous avez un peu abordé, mais du coup, ça peut être intéressant de préciser. Peut-on voter les CA, ROB et budget au premier conseil communautaire d'installation justifié par l'urgence? En gros, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces premiers conseils d'installation, en gros? Oui, enfin, moi, je ne mettrai pas le budget. Clairement, moi, je ne mettrai pas le budget, surtout que là, l'ordonnance a décalé de mémoire jusqu'à juillet hein, pour adopter, fin juillet, pour adopter ceci. Ouais. Moi, je ne l'inscrirai pas pour la séance d'installation, notamment par rapport au budget, puisque vous devez, avant le budget, faire un rapport et un débat sur les orientations budgétaires, préalablement à votre budget, et puisque avant, en année d'élection, on n'avait pas l'obligation, sauf que la loi est venue modifier et a prévu que votre règlement intérieur, parce que en fait, avant, vous n'avez pas besoin, les années d'élection, vous n'aviez pas besoin de faire de débat d'orientation budgétaire. Pourquoi? Parce que votre règlement intérieur ante ne s'appliquait plus à compter du renouvellement. Sauf que la loi a été modifiée et prévoit que votre règlement intérieur est maintenu dans les 6 mois suivant le renouvellement général. Et les conditions du débat d'orientation budgétaire sont précisées dans le règlement intérieur. Donc actuellement, la nouvelle instance, vous êtes en capacité de faire un débat d'orientation budgétaire avant l'adoption de votre budget. Donc, je pense que matériellement, c'est juste pas possible parce que vous devez avoir fait votre débat d'orientation budgétaire dans une séance spécifique, une délibération spécifique pour constater votre débat d'orientation budgétaire avant d'adopter votre budget. Donc, si vous ne faites pas partie des collectivités chanceuses qui ont adopté leur budget fin d'année dernière, c'est pour ça, d'autant plus, ne pas traîner pour adopter, faire votre séance d'installation, prévoir votre débat d'orientation budgétaire et ensuite voter votre budget. Très bien. Je vous propose qu'on s'arrête là. Oui, pardon. Juste pour finir, une précision, sachez que vous allez toujours, après avoir la théorie des circonstances exceptionnelles, ici, le Conseil d'État n'a pas manqué de rappeler que dans la période actuelle, on était sur des circonstances exceptionnelles qui permettent de régulariser certaines situations qui ne seraient pas tout à fait juridiquement dans les clous. Mais quand même, voilà, restons quand même prudents avec cette notion. Voilà, c'était juste dernière précision de réflexion en la matière. Bon, je ne sais pas si c'était représentatif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur des points vraiment spécifiques, donc Maître, je vous laisserai les découvrir par la suite. Je suis désolé, il faut qu'on s'arrête à un moment donné, il est déjà tard. Il me reste à remercier Simon Rey qui a produit un travail quand même énorme pour faire du coup cette présentation et essayer de rendre l'ensemble compréhensible et du coup que vous puissiez en tirer profit. C'était la dernière série de nos webinaires gratuits que nous organisions là dans cette période de Covid, post-Covid. Donc, je rappelle qu'effectivement, c'était un séminaire gratuit hein, organisé par la Gazette des communes, les formations des Gazettes des communes, y compris donc par Simon Rey. Donc, merci pour l'investissement qu'il a fait dans ce webinaire. Donc, Maître, j'en profite pour vous transmettre également des merci. Comme il n'y a pas d'applaudissements en live dans ce genre de webinaire, du coup, je vous le retransmets. Donc, il y a pas mal de retours de gens qui vous remercient pour votre exposé et la qualité des réponses. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, j'espère qu'ils n'auront pas été trop frustrés. On essaiera de faire en sorte que cette frustration soit limitée et que, du coup, Maître Rey puisse apporter une réponse par rapport à tout ça. Voilà.
Il me reste à vous remercier tous d'être restés aussi nombreux sur ce webinaire. Et puis, en espérant vous retrouver dans la vraie vie et également sur nos formations, sur nos événements et ou sur la plateforme de formation eduacademy.fr. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Maître Ray, voilà, dernier mot. Merci de votre attention et puis à votre disposition si voilà. besoin était. Merci. Voilà. Merci au cabinet Damas, effectivement. Et puis à très bientôt tous dans d'autres circonstances. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.